Bonjour, bienvenue dans ce nouveau partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, dans Commentaires sur la vie de Jiddu Krishnamurti, un chapitre intitulé L'esprit de possession. Il avait amené sa femme, car il disait que c'était leur problème à tous les deux. Elle était petite, vive, et elle avait des yeux brillants et un air tourmenté. C'étaient des gens simples et ouverts. Ils parlaient très bien l'anglais, tandis qu'elle arrivait tout juste à le comprendre et à poser quelques questions simples. Lorsque cela devenait un peu difficile, elle se tournait vers son mari et il lui expliquait dans leur langue. Il dit qu'ils étaient mariés depuis 25 ans et qu'ils avaient plusieurs enfants. Et que leur problème n'était pas les enfants, mais le conflit qui les opposait l'un à l'autre. Il expliqua qu'il avait un emploi qui lui assurait de modestes ressources et se mit à parler de la difficulté qu'il y avait à vivre paisiblement dans ce monde, surtout quand on est marié. Il ne se plaignait pas, ajoutait-il, mais c'était ainsi. Il avait fait tout ce qu'on peut attendre d'un mari, du moins l'espérait-il, mais cela n'était pas toujours facile. Il leur était difficile d'en venir au fait, et pendant quelque temps ils parlèrent de choses et d'autres. L'éducation de leurs enfants, le mariage de leurs filles, ce que leur avaient coûté les cérémonies, un récent deuil dans la famille, etc. Ils se sentaient à l'aise et ne se pressaient pas, car cela leur faisait plaisir de parler à quelqu'un qui les écoutait, et qui les comprendrait peut-être. Qui se soucie des ennuis des autres ? Nous avons tant de problèmes nous-mêmes que nous n'avons pas le temps de prêter l'oreille à ceux des autres. Pour qu'on vous écoute, il faut payer, en espèces, en prières ou en croyances. Le professionnel écoutera, c'est son métier, mais cela ne soulage pas de façon durable. Nous voulons nous décharger de notre fardeau librement, spontanément, et sans avoir à le regretter par la suite. La purification de la confession ne dépend pas de celui qui écoute, mais de celui qui désire ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur est important, et il faut trouver quelqu'un, un mendiant peut-être, à qui se confier. La confidence ne peut jamais ouvrir le cœur. Cela vous renferme dans votre problème, cela déprime, et c'est absolument sans aucune utilité. Être ouvert, c'est écouter, non seulement vous-même, mais toutes les influences, tous les mouvements autour de vous. Vous pouvez faire quelque chose de tangible au sujet de ce que vous entendez, ou bien vous ne pouvez rien faire, mais le seul fait d'être ouvert engendre sa propre action. Écouter de cette façon vous purifie le cœur, le débarrasse des choses de l'esprit. Écouter avec l'esprit n'est que bavardage, et cela ne procure aucun apaisement, ni à vous, ni à l'autre. Ce n'est qu'une continuation de la douleur, c'est pure stupidité. Sans hâte, ils arrivèrent au fait. Nous sommes venus pour parler de notre problème. Nous sommes jaloux. Pas moi, mais elle. Bien qu'elle n'ait pas toujours été aussi ouvertement jalouse que maintenant, cela a toujours plus ou moins gâché nos rapports. Je ne pense pas lui avoir jamais donné sujet d'être jalouse, mais elle trouve toujours un motif. Pensez-vous qu'il puisse jamais y avoir aucun motif d'être jaloux ? La jalousie a-t-elle une raison d'être ? Et la jalousie disparaîtra-t-elle lorsque le motif sera connu ? N'avez-vous pas remarqué que même lorsque le motif est connu, la jalousie ne cesse pas pour autant ? Ne cherchons pas les motifs, mais essayons de comprendre la jalousie elle-même. Comme vous le dites, tout peut être prétexte à jalousie. C'est la jalousie qu'il faut comprendre et non les prétextes, les sujets de jalousie.
Il y a longtemps que je suis jalouse. Je ne connaissais pas très bien mon mari lorsque nous nous sommes mariés. Et vous savez comment ces choses-là arrivent. La jalousie s'infiltre partout, comme la fumée dans la cuisine. La jalousie est un des moyens de garder un homme ou une femme, n'est-ce pas? Plus nous sommes jaloux, plus grand est notre sentiment de possession. Posséder quelque chose nous rend heureux. Dire que telle ou telle chose, même un chien, nous appartient exclusivement, nous réchauffe et nous réconforte. Être exclusif dans notre sentiment de possession nous rassure, nous donne une sécurité vis-à-vis de nous-mêmes. Posséder quelque chose nous donne de l'importance. C'est à cette importance que nous tenons. La pensée que nous possédons, non pas un crayon ou une maison, mais un être humain, nous procure un étrange plaisir et nous donne des forces. L'envie ne vient pas de l'autre, mais de la valeur, de l'importance que nous nous attribuons. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un d'important. Je ne suis rien. Mon mari est tout ce que j'ai au monde. Même mes enfants ne comptent pas. Nous ne tenons jamais qu'à une seule chose, bien qu'elle prenne des formes différentes. Vous tenez à votre mari, d'autres tiennent à leurs enfants ou à telle ou telle croyance. Mais l'intention est la même dans tous les cas. Sans un objet auquel nous raccrocher, nous nous sentons perdus, n'est-ce pas? Nous avons peur de nous sentir tout seuls. Cette peur est la jalousie, la peine, la douleur. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la jalousie et la haine. Mais nous nous aimons. Alors comment pouvez-vous être jaloux? Nous n'aimons pas, c'est là le drame. Vous vous servez de votre mari comme votre mari se sert de vous, pour être heureuse, pour avoir un compagnon, pour ne pas vous sentir seule. Peut-être ne possédez-vous pas beaucoup, mais au moins vous avez quelqu'un auprès de vous. Ce besoin et cet usage mutuel, c'est cela que nous appelons l'amour. Mais c'est effrayant. Ce n'est pas effrayant, seulement nous ne regardons jamais les choses en face. Nous disons que c'est effrayant, nous donnons un nom à la chose, et vite nous détournons notre regard. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je sais, mais je ne veux pas voir. Je veux rester comme je suis, même si je dois continuer à être jalouse, parce que je ne peux rien voir d'autre dans la vie. Si vous pouviez voir autre chose, vous ne seriez plus jalouse de votre mari, n'est-ce pas? Mais vous vous attacheriez aux autres choses de la même façon que vous êtes attachée à votre mari, et de nouveau vous seriez jalouse de cela. Vous voulez trouver quelque chose qui remplace votre mari, mais vous ne voulez pas échanger votre jalousie contre la liberté. Nous sommes tous comme cela. Avant d'abandonner une chose, nous voulons être assurés d'une autre. Lorsque vous n'avez aucune certitude, il n'y a pas place pour la jalousie. Il y a jalousie lorsqu'il y a certitude, lorsque vous avez le sentiment de posséder quelque chose. Ce sentiment de certitude est de l'exclusivisme. Posséder, c'est être jaloux. La possession engendre la haine. Nous haïssons réellement ce que nous possédons. La jalousie en est la preuve. Lorsqu'il y a possession, il ne peut jamais y avoir amour. Posséder, c'est détruire l'amour. Je commence à comprendre. Je n'ai jamais réellement aimé mon mari, n'est-ce pas? Oui, je commence à voir. Et elle se mit à pleurer. Et bien voilà pour ce texte, qui est l'occasion toute trouvée ici, sur ce canal, afin d'envisager l'identification à outrance de la part du personnage envers ce personnage lui-même. Car oui, il y a un corps, mais il est simple support d'une conscience.
Alors donc, dans ce texte, cette femme, mère de famille, épouse dévouée, avoue souffrir de jalousie, car elle en souffre, n'en doutez pas. N'est-elle pas d'ailleurs plus victime même que son époux, qui vient se dédouaner en proclamant avoir satisfait aux attentes d'une épouse vis-à-vis de l'homme qui partage le quotidien? Nous pourrions avoir le sentiment que c'est monsieur qui vient se plaindre de la jalousie de madame, mais c'est bien madame la victime. Elle vit, elle évolue, elle subit les affres de ce mal qui la grignote et qui la place sous le joug de la perpétuelle recherche d'occasion d'être jalouse. D'ores et déjà, le terme « être jalouse » la résume à ce trait de caractère. Or, il y a fort à parier que cette femme soit tout autre chose que ce trait de caractère seulement. Ensuite, c'est bien parce qu'il y a identification pleine et entière au personnage qui endure cette jalousie qu'elle s'approprie cette caractéristique étudiée, en l'occurrence la jalousie. C'est l'occasion d'étudier, d'envisager et de mettre en lumière ces petits mots, les adjectifs possessifs, quels qu'ils soient. Mon, ma, mes, ton, tes. Tous ces petits adjectifs possessifs sont l'engrais au cœur duquel s'arriment et s'ancrent ces états qui viennent polluer les existences. Ça paraît anodin. Ma femme, mes enfants, mon chien, ma maison. Amusez-vous pendant une journée à écouter vos propres mots, votre façon d'exprimer ce que vous traversez auprès des autres et aussi les mots des autres. J'ai pris ma voiture pour aller faire mes courses, mon magasin ferme tôt et mon manteau est tout taché. Je vais l'emmener chez mon teinturier au bout de ma rue et il va m'arranger ça. Et par-dessus tout, j'ai mon cancer de la peau qui est récidive. Avouez, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. On se les crée tout seul. Toutes ces manifestations d'appropriation font le lit de ressentis tels que la jalousie. C'est inévitable. À partir du moment où vous vous prenez pour un corps à qui il arrive telle ou telle chose, le mental, lui, ne va plus vous proposer que des façons de gérer l'identification que vous lui proposez déjà comme cahier des charges. Vous lui donnez carte blanche pour être votre pire ennemi. Vous lui donnez le bâton pour vous faire battre. Et lui, il est bien content de régner sur ce royaume. Alors, après cette journée pendant laquelle vous vous écouterez et vous écouterez le tout venant, l'entourage, du point de vue de leurs énonciations, lors de la seconde journée, commencez déjà à changer cette habitude. Appliquez-vous à vous débarrasser de ces mon, ma, mes et dites je vais chez le coiffeur et non je vais chez mon coiffeur. Ça paraît anodin mais ce ne l'est pas. Cela à toutes les occasions et elles sont nombreuses, croyez-moi, vous allez vous en apercevoir. Essayez, vous verrez. Cela va très vite à déprogrammer. Dans un troisième temps, vous pourrez dépersonnaliser les actions que le personnage corps exécute et demeurer en conscience en annonçant par exemple « Tiens, là, il y a vraiment besoin de se rendre chez le coiffeur pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. » Ce sont les pensées et la façon dont elles se manifestent, donc dont elles sont formulées, qui créent le rapport au monde, et non l'inverse. C'est pas le monde qui crée les pensées, ce sont les pensées qui créent
le monde. C'est pourquoi il y a autant de mondes différents qu'il y a de sources de pensée. À partir du moment où vous comprenez cela, vous comprenez le pouvoir des mots, qui sont eux-mêmes la prolongation des pensées. Les mots sont la transfiguration des pensées qui traversent ce mental, lui-même véhiculé par un corps. Le pouvoir des mots est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'énergie des mots envoyée dans la stratosphère transforme, modifie l'akasha, l'éther, cet environnement dématérialisé qui est notre milieu, le milieu dans lequel nous évoluons, nous et toutes les espèces vivantes. C'est comme polluer le bouillon de culture planétaire. Nous le savons, et toutes les personnes qui prennent soin de plantes le savent. Parler avec amour à un organisme vivant est guérisseur, aussi bien envers celui qui reçoit, mais également envers celui qui émet. Merci de votre écoute. À très bientôt sur le canal La Voix du Soi.